Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, bonjour Nicolas, ravi de vous revoir et ravi de re-rencontrer les gens de Polysécure. Vraiment intéressant de se refaire un gros fail du côté d'Azure Microsoft. Oui, donc on va utiliser justement le trifecta 2021 de Azure Microsoft avec Oh My God, qui est dans le fond le troisième qu'on voulait aborder des différents problèmes aux enjeux de sécurité que Microsoft a rencontrés en 2021. Voir à quel point ça a comme conséquence et un peu qu'est-ce que c'est. Fait que je vais te laisser démarrer. Oui, effectivement. Bah, écoute, j'adore ton terme de tri. C'est factuel. Effectivement, ils ont fait comme la Spartiane un tri, comme on le précisait un tout petit peu avant de démarrer le blog. Ils en ont fait aussi un tri avec aussi la notion binaire et on-premise, ça soit avec Exchange, Nightmare Printing. Et puis le troisième, je vais te le retrouver avant la fin du blog pour qu'on se le cite, mais en tout cas, c'est certain. Donc oui, effectivement, après AzureScape qu'on a fait l'année dernière en octobre, après ChaosDB qu'on a fait il y a pas si longtemps en janvier, bah là on va attaquer le fameux Oh My God. Donc là, le Oh My God, c'est la bonne blague de l'entreprise qui a évidemment encore une fois découvert la faille. Toujours notre même entreprise israélienne qui, je le rappelle, a fait son levé de série C à $250 million, 250 millions de dollars l'année dernière, en fin d'année dernière. Des gens extrêmement alertes sur beaucoup de failles. AWS, je tiens à rappeler aussi, parce que des fois on tape la tête encore une fois sur Microsoft. Je dis pas que ils sont pas exempts, mais je vais dire que tout le monde en prend pour son grade à aujourd'hui de toute façon. Mais c'est vrai que là, Microsoft a eu beaucoup de chance avec ces trois, surtout du côté cloud, avec ces trois. Oui, ces trois fails et ces trois issues qu'ils ont eu sur leur infrastructure PaaS de ne pas avoir eu de preuves ou de mise en avant justement de choses. Sauf que pour Oh My God, on le verra par la suite, il y a quand même un petit problème sur Oh My God parce que c'est effectivement quelque chose qui, on le verra, c'est vraiment dédié au IaaS. Mais effectivement, pour les deux autres, que ça soit AzureScape ou que ça soit ChaosDB, si on se rappelle, c'était au travers du PaaS et au travers du back-end pour une partie. Et évidemment, le back-end a été corrigé assez rapidement et corrigé par les équipes de Microsoft. Donc, évidemment, très compliqué désormais pour repartir. Sauf que pour OAMI, comme c'est US, on pourra le voir. Bah, malheureusement, si vous faites pas comme je disais, Nicolas, il avait l'air de se marrer. Je vais redire le point même sur un podcast. Si vous le faites pas, vous allez être dans le caca. Vraiment, ça c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de mise à jour en fait automatique. Je veux pas péter la balloune de la présentation, mais il y a rien du tout en termes automatiques. Faut le faire à la main. Donc sans plus tarder, Oh My God, c'est quoi? Alors, on dit Oh My God pour le fait de la blague du Oh My God, mais c'est OMI, donc c'est un acronyme évidemment qui est tout bêtement et qui veut dire le Open Source Infrastructure. Le Open Source Infrastructure de Microsoft et l'OMI est le twin, ou comment le dire en français, je dirais le jumeau total de ce qui est le WMI pour Windows. Mais là, coup de bol, puis ça me fait plaisir pour le coup. Oui, je vais parler d'un certain Martin, je vais pas évidemment dire son nom de famille, mais au moins il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Mais pour une fois, c'est pas Windows qui est en cause, c'est Linux qui est en cause. Oui, effectivement, c'est OMI aussi qui évidemment pose problème, mais ça tourne sous Linux et ça ne tourne pas sous Windows. Mais je vous rassure, Windows n'est pas en reste, je me doute. Mais en tout cas, OMI est l'équivalent en fait du WMI côté Windows. Donc le WMI, pour ce que si les gens ne connaissent pas trop Windows, c'est le Windows Management Instrumentation. Donc là, je l'ai fait un peu en franglais, mais instrumentation de management de Windows. Donc c'est toute la partie object que vous pilotez dans l'AD via PowerShell et compagnie et au travers des objets qu'on connaît de la NTFS et de tous les objets, les fameux OLE, les fameux DDE, les fameux LOBLOL là que vous marrez, les fameux évidemment concepts de OOBE aussi là, les out of box embedding. Donc
toute cette partie d'objets qui est après regérés avec les CS scripts qu'on lance évidemment avec les fameux VBA et compagnie, là, bah, ça fait partie du WMI et on peut instrumentaliser le fameux SIM là, ça vient de la partie SIM et on est en SIM-root V2 du côté Windows. Par contre, du côté Linux, ils ont gardé Windows, elle l'a appelé WMI, mais dans Linux, ça s'appelle toujours SIM, ça s'appelle toujours CIM. Donc, en fait, OMI est un projet open source qui poursuit l'implémentation de qualité de production. Hein, ça sert à ça. Au fait, c'est un agent, je termine à le dire, et qui est l'OMI SIMOM, qui est également conçu pour être évidemment hautement portable et hautement modulaire. Donc, Microsoft, quand vous allez sur GitHub, si vous tapez, donc je reprends le lien pour évidemment, si vous allez sur GitHub, vous tapez sur le projet ou l'entreprise Microsoft, vous faites un /OMI, automatiquement, bah, si vous faites github.com/Microsoft/OMI, vous trouvez évidemment du quoi qu'on parle et de la petite, effectivement, je vais pas vous traduire, je vais vous la traduire en français, là, on l'a en anglais, évidemment, dans la partie du README du GitHub, mais c'est ça, donc, en gros, et l'équivalent de l'OMI par défaut, ça c'est le but du jeu, c'est que comme ils le disent, c'est pour atteindre cette faible empreinte qu'il est codé en C. Donc d'abord, il était codé en C. C'est un gestionnaire de SIM, donc viable que pour les systèmes Unix, évidemment, et dont le processus de gestion est soumis à des contraintes de mémoire. Donc on comprend pourquoi on parle de RCE après coup. Et il est également conçu pour une portabilité inhérente. À l'heure actuelle, il repose et s'exécute sur la plupart des Unix et des Linux. C'est pas loin presque toutes les distributions qui y sont. Et outre sa faible empreinte, OMI présente des performances très très élevées parce qu'il consomme très très peu de CPU. Je crois qu'on parle de 0,4% ou 0,6% sur un Linux. Donc vous imaginez que même un Linux mis dans un Docker ou dans des Kubernetes ou peu importe, ainsi de suite, c'est évidemment très 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 faible. Mais là, on parle quand même dédié et uniquement géré sur les logs. Donc, en même temps, sur les agents, et là, on parle de YAS. Donc, quand on parle de YAS, vous vous rappelez, si vous vous rappelez de notre première grosse présentation avec Nicolas sur le cloud et compagnie, et on parlait de SLA et de responsabilité, on a notre fameuse boîte à pizza, hein, le YAS, le PAS, le SAS. Donc, dans les pizzas, qui est responsable de quoi? Et ben là, c'est la même chose. Le YAS, on est presque responsable de tout, sauf le fait que Microsoft vous donne l'électricité, vous donne accès évidemment à une infrastructure et que vous avez le droit de taper on ou pas. Mais dès que vous montez une machine, bah là, vous perdez l'intégralité de toutes les responsabilités que vous pourriez avoir en mode SaaS ou en mode PaaS, où là, c'est l'intégralité de l'équipe interne de Microsoft ou de AWS, hein, d'ailleurs, ou de GCP, qui vous fait les choses. Donc, dès que vous êtes en mode YAS et vous montez la machine, vous devenez obligatoirement responsable de vos mises à jour, de vos patchs, de vos gestions de sécurité en termes, est-ce que je veux les barres métal déjà maintenant dans les data centers et surtout chez Microsoft, ça y est, depuis 2 ans, c'est chiffré, mais est-ce que vous voulez votre chiffrement à l'intérieur de votre disque? Est-ce que, puis ça, d'ailleurs, les gens ont du mal à le comprendre, est-ce que éventuellement vous voulez monter un Linux ou un Windows, mais ça, vous devez évidemment le upgrader vous-même. Donc, ça revient au même. Là où il y a quand même, et je suis pas totalement d'accord avec Microsoft, c'est qu'on peut évidemment, effectivement, avoir une notion de responsabilité, mais ceci étant dit, il faudrait savoir que cet agent soit installé. Le problème, c'est là où le bas blesse. Puis je le précise haut et fort, parce qu'en fait, si vous le savez que vous l'installez vous-même, si vous le faites pas, c'est votre responsabilité. Mais si effectivement le cloud provider aujourd'hui public décide pour diverses raisons et variées et pour sa gestion lui-même personnelle, ce que je peux comprendre, installer évidemment un certain nombre de choses, on estime là de l'autre côté que cette fois-ci, c'est à lui de maintenir ses agents évidemment à jour ou de prévenir suffisamment les gens qui utiliseront évidemment la notion d'IaaS pour dire « Oh, effectivement, ce qui a été le cas quand l'erreur, évidemment, ou en tout cas quand la faille a été trouvée, mais avant ça, même si la faille a été trouvée, il s'avère que c'est l'entreprise israélienne qui s'est quand même poussé le vice
comme moi je le fais des fois sous Windows d'ailleurs, je vérifie le fameux répertoire. D'ailleurs, je l'incite si quelqu'un, ça c'est un autre petit podcast que je proposerai à Nicolas, mais de vérifier les répertoires Windows Azure à l'intérieur de Windows, des machines quand vous les installez. Il y a la même chose sous Linux et même AWS a ses propres folders où ils mettent leur propre agent dedans. Et là, on trouve des petites merveilles, je vais vous dire, c'est des pépites au chocolat parce qu'évidemment, la plupart du temps, ces agents-là sont installés à la va que je te pousse. Pas tout, mais quand même. Des fois, c'est même installé avec des droits qui sont via les droits de la machine, donc des fois très manipulables. Et pire, la plupart du temps, ça c'est surtout du côté de Microsoft, c'est normal, c'est fait en C#. Je vous rappelle, on peut à DNSpy, mes copains de Red Team, vous vous rappelez, on peut tout décompiler. Donc ça sous-entend qu'on peut peut-être récupérer des choses. Je vous rappelle que le bug, je crois que c'était MDSEC, une entreprise anglaise qui est très connue, dont son sigle est une pièce de jeu d'échecs en mode de cheval, avait découvert, en l'occurrence, c'était eux qui avaient découvert que quand on installait MSOL, le MSOL, donc le module qui permettait de online d'avoir accédé à la AD en version 1, avait installé en fait un service d'acompte de service dans les Windows qu'on installait pour évidemment discuter avec les modules que les gens allaient faire. Mais la clé, comme le mot de passe, était évidemment du côté de la machine. Donc, quand des mecs ont décompilé l'agent, coucou, ils ont trouvé la clé et le mot de passe par défaut. Et il y a même une POC là-dessus qui vous montre. Bon, maintenant, je vous le rassure, avec MD Connect et la ADFS et compagnie, ça a été évidemment calfeutré depuis la version 1.3.21, un truc du genre. Hein. Vous le verrez, c'est avril 2020, je crois, un truc, parce que j'avais fait une démo, j'avais fait une présentation là-dessus. Donc, après tout ça, si pareil, si vous le mettez pas à jour, si vous le faites pas, ça, si vous le savez pas, vous êtes évidemment à risque et ainsi de suite. Donc, oh my God, c'est vraiment une mise en place d'un agent qui lui-même, l'agent, avait des défauts. Donc, dans les spécialistes de défauts, puis là, j'ai pas été jusqu'à vérifier si, évidemment, je pense que, parce que par manque de temps, si on devait tout décompiler ou faire, mais c'était le RS exec d'une librairie qui se retrouvait être utilisée dans la compilation du C. Donc, cette librairie était évidemment avec un RCE. Là, on avait un buffer overflow qui vous mettait, pouf, ça coupait l'exé. Donc, évidemment, si tout ça n'était pas évidemment patché, là, ça posait problème. Alors, de ça, l'agent ne fait pas de mal. C'est pas l'agent qui fait du mal. C'est le fait est de se dire qu'est-ce que ça génère par rapport à quoi comme service et pourquoi ou de quelle manière on pouvait évidemment le piloter. C'est là où ça pose problème. Je vous avise quand même que les autres vulnérabilité qu'on a parlé avec Nicolas sur la partie de ChaosDB et sur la partie évidemment d'AzureScape, comme c'était des PaaS, peu de CVE ont évidemment basculé parce que quand c'est des PaaS, c'est évidemment le cloud public qui vient le mettre en patching ou en tout cas de corriger ses affaires. Là, le fait c'est que comme on a accès à une machine, automatiquement un CVE est ouvert. Et malheureusement, oh my God, c'est pas un CVE, c'est 4 CVE. Donc, en fait, ils ont mis 4 CVE. Le premier, c'est lui qui en découle sur les deux autres. Donc, c'est le CVE 2021 38 647. C'est celui-là qui est évidemment le plus important, qui va vous donner le 38 648, 38 645 et 38 649. Et le 38 647, c'est lui qui est le RCE. Et c'est lui qui est la vulnérabilité d'exécution du code à distance dans le OMI. Donc, évidemment, c'est un vecteur d'attaque de réseau. C'est une complexité d'attaque faible. C'est un privilège requis d'aucun. C'est une intervention utilisateur aucune. C'est laquelle pire. Étendue. Là, c'est non modifié. Confidentialité élevée, intégrité élevée, disponibilité élevée. Oh my God, sur cette CVE-là, a eu, accrochez-vous bien, 9.8 de criticité. Donc, je vous dis bien, évidemment, il n'y a pas eu de preuve. Un peu compliqué à mettre en place si on n'a pas accès, parce que si quelqu'un a mis les réseaux, si les machines sont fermées vers des VPN, si les machines ont des firewalls, si les machines ont bref, si on a évidemment le fameux GEA, le GEA que Microsoft dit maintenant même pour le cloud native, c'est-à-dire le Just Enough Administration. Ça, c'est des fois dans un doux rêve, quoique les grosses boîtes sont quand même habituées, mais les petites boîtes un peu moins. Oui, mais ça revient toujours aux choses. Là, on va utiliser Zero Trust également, son dénomination. C'est on a vécu Log4j qui était sensiblement dans le même degré de criticité et de tout problème. Ceux qui ont bien vécu, c'était dans des environnements scellés, des environnements qui étaient correctement cloisonnés. On revient toujours les notions de base, l'hygiène de base, généralement, sauf beaucoup de la mise.
C'est pas parfait, mais ça sauve beaucoup de la mise. C'est ça. C'est que si l'hygiène de base est bonne, si évidemment on ne met pas de système flottant ou de service flottant, mais le but du jeu, c'est surtout des YAS flottants, parce que ça va de soi, avec un just-in-time comme des RDP, des bastions, on va dire des bastions plus service que des bastions pour du jumpbox. Ça, je suis assez d'accord avec maintenant la nouvelle vague qui dit que les bastions ne servent plus à rien avec les clouds natifs qu'on connaît, ou en tout cas les bastions avec une VM qui va sur une autre VM. Maintenant, le bastion et le service bastion de Microsoft comme celui d'AWS, ils sont très efficaces en mode SaaS pour pouvoir le faire, si c'est utile. Mais ça, c'est utile que pour les grosses bécanes en prod et compagnie. Je vois pas l'intérêt de le faire à part si une machine évidemment est faite, parce que le mieux c'est de se créer son propre VNet. De son VNet on génère sa segmentation de réseau, de sa segmentation de réseau on génère un Azure Firewall ou un AWS équivalent, on fait éventuellement du private link pour éventuellement des services. Bref, après les VM se discutent entre elles, s'ils vont pas évidemment une vision d'internet facing, à moins que vous l'aviez volontairement fait. Si c'est le cas, au pire, je vous rappelle qu'il y a la délocalisation, le désallouage de la machine pour l'éteindre, ou éventuellement le just-in-time pour lui ouvrir le RDP au moment où vous en avez besoin. Puis après, c'est de l'éteindre. Par contre, il est vrai que pour Oh My God, c'est un peu différent. Les Linux à aujourd'hui qui tournent et les machines, à part s'ils sont à l'intérieur d'un réseau, en dehors d'un réseau, même si vous avez fermé votre machine à du RDP ou à du SSH, le problème, c'est que l'agent communique, évidemment, avec. Puis là, je suis pas certain, parce que c'est ça qui est encore très troublant à date en termes d'explication sur tous les. D'ailleurs, le blog et le texte qu'a fait Wiz, je vous rappelle que c'est encore Wiz, W-I-Z, Wix, pardon, à chaque fois je veux l'appeler Wiz. Oui, non, c'est Wiz et non Wix. Oui, j'ai bien dit cette fois-ci. C'est W-I-Z, la boîte israélienne qui l'a trouvé. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'on voit que c'est bien dédié à un port, c'est bien dédié à du HTTP, je vais le préciser après, au niveau HTTPS, mais c'est là où c'est peut-être éventuellement très troublant sur un point, c'est oui, t'es d'accord, mais il faut quand même, et c'est ça que j'ose et je vais quand même oser le faire si Nicolas, on se prend des tomates, je la prendrai pour moi-même, celle-là. Encore une fois, ils disent pas s'ils sont en black box ou en white box. Et ça, en cloud natif, ça commence sérieusement à me casser les bonbons. Parce que ça, je ne peux pas croire. Et puis ça, j'ai pas eu le temps de la tester. J'espère pouvoir avoir le temps. Puis je te reviendrai dans un prochain podcast pour dire si je l'ai testé, je vous le dirai. C'est que je peux pas croire que même une VM avec un agent que Microsoft va mettre, même si cet agent est corrompu, je te l'accorde, ou compromis comme on le voit, même si on dit que c'est sur le port 5986 où il y a un autre port aussi, le 12 et des bananes que j'ai vu tout à l'heure que je vais vous redonner. Oui, mais ce port-là, c'est dédié à l'interne du réseau de Microsoft. Je peux pas croire que je puisse le pinguer à même ma VM de l'autre côté, sachant qu'elle-même est pingée qu'avec deux ports, qu'est le RDP et le SSH. Il n'a pas pu m'ouvrir le port non plus au MI. Et c'est ça que le blog ne met pas en avant. En tout cas, c'est ça que le billet ne met pas en avant. Il met en avant que il faut être en interne, ou là, effectivement, si t'es en interne, évidemment, parce que t'as les accès et t'as les droits. Mais là, moi, c'est pas la même chose que de dire, et c'est là, des fois, qui m'ennuie un peu avec le cloud aujourd'hui public. Les gens oublient, dès qu'ils font une découverte ou quoi que ce soit, de dire, oh, oui, puis, au fait, alors, pour faire ma POC, vous devez faire un compte de service avec ses permissions. Ouais, mais là, t'es pas en black, là. T'es en grey ou en white. Ouais, mais là, t'étais comment pour faire le truc du Oh My God? Oh, j'étais Global Admin où j'ai accès à la subscription. Ouais, voilà. Attends, moi aussi, je sais le faire. Enfin, je veux dire, c'est là. Oui, mais c'est moi aussi, je suis capable de me faire mal tout seul. Là. J'ai pas besoin des autres pour faire ça. Là. C'est facile. Là. C'est là où j'ai du mal à me dire, on n'a pas l'info, donc je vais pas dire qu'ils le disent pas ou implicitement ils pensent que c'est le cas. Mais ça, aujourd'hui, sur tous les textes que j'ai lus sur, alors, Azure Skype et KOZB ne sont pas dédiés à ça. C'est du PaaS. Il y avait un problème dans le PaaS. Là, ça paye cash. Là, c'est clair. On l'avait fait. Mais sur cette partie d'IaaS, ça sous-entendrait que Microsoft, c'est assez cave de dire, non, au fait, on vous a dit qu'on faisait du just-in-time. Vous ouvrez les RDP, on vous bascule et on vous bassine à tous les 5 minutes avec Azure Security Center. Enfin, maintenant, Cloud Defender ou avec tous les points de dire qu'il faut fermer tous les ports. Puis nous, on va pas fermer le port sur lequel, évidemment, on voit qu'en plus, on a un agent et que nous, on l'a pas attaché à un réseau, sachant que toute notre infrastructure est dédiée là. Donc, c'est là où je me dis, ça peut être critique. Oui, c'est problématique. Si on est à l'interne. Mais pour moi, dès qu'on est à l'interne,
c'est plus du black box. Donc, par défaut, bah oui, ton 9.8 est critique parce que oui, lui, il reste vivant parce que le Oh My God est vivant, mais la probabilité, le fameux likelihood, il est à 1. Et encore une fois, c'est on se noie dans un verre d'eau comme Log4j. À faire que Log4j, mon pote, si t'es con d'avoir mis un serveur avec un JNDI et une sérialisation directement ouverte sur Internet et que là, il n'y a pas eu de problème, écoute, va bosser chez McDo. Enfin, j'ai rien contre McDo d'ailleurs, mais va bosser chez où tu veux, mais pas en info. Tu sais, il y a un problème dès le départ sur la souci en disant, bah non, tout compte fait, je l'avais mis avec telle et telle affaire au niveau réseau. Tu sais, c'est là où je pense que les gens qui font les retours d'informations au niveau de ces blogs ont du mal à un moment donné de mettre les contextes ou les layers. Et ça, dans le cloud, il est perdu de vue. Parce que si dans le cloud, évidemment, tu nous dis, bah non, il nous faut quand même un compte de service. Ah bah non, il nous faut un petit truc. Ah bah non, j'ai accès au tenant du côté M365, mais pas du côté Azure. Ah bah non, j'ai pas accès à la subscription. Ouais, mais là, il y a plein de layers. Là, tu paumes les gens, tu fais un amalgame, en fait, qui est pas bon derrière. Ouais, mais comme en réel aussi, puis c'est pour avoir géré une partie de la, puis aussi de Log4j, tout le feu et l'énormément que ça l'a créé, c'est parce que, c'est ce qui était diffusé publiquement était incomplet. Fallait réussir. Tu sais, imagine la pauvre personne en TI qui est pas accompagné par des experts en sécurité qui doit démêler ça, c'est juste complètement fou. Parce que même moi, des fois, je perdais un peu le fil de où tout ça allait et tous les dangers. Et même en 24 heures, c'était d'une faille qui était d'une criticité pas très élevée, qui pouf, a tombé à 9. Parce que finalement, il avait découvert que le problème, c'est que tu étais capable de faire exécuter dans une machine interne parce que toute la chaîne qui se faisait, mais c'est le seul premier que tu étais capable de façon de télécommander un problème plus loin. Mais télécommander, il fallait déjà que tu fasses quelque chose qui puisse avoir une connaissance minimale. Tu sais, c'est pas je m'improvise pas puis pouf, je vais aller télécommander les serveurs internes. Tu sais, là, il y a un degré de complexité associé à ça qui va avec. Par contre, là, si ton facing, il est là, puis il rentre, ben là, c'est sûr, ils vont en prendre pied instantanément, puis ils vont faire des cacas partout dans la maison, là. Mais au moins, il faut que ce soit pas face à Internet, là. Puis, en même temps, pour revenir à ce que tu dis juste, et je re-swap après sur évidemment OMI, mais en même temps, comme je disais à l'instant, de mettre du JNDI, parce que c'est JNDI qui était évidemment agressé au travers de Log4j. En même temps, ce serait quand même cave de mettre des accès à du JNDI vers des AD dans un serveur qui soit Internet facing, évidemment là-dessus, je rappelle, sinon faut vraiment aller voir ailleurs si j'y suis. Et de l'autre côté, comme tu dis, le user agent et compagnie, si vous dites pas dans quel contexte vous le faites et que ça sous-entendrait qu'il y a une entreprise qui dit alors, moi, j'ai laissé ouvert mes ports d'entrée directement de mes routeurs. Vous pouvez aller sur une machine où ce port d'entrée va vous accéder à un site web qui lui-même est vulnérable, qui lui-même discute avec du GNDI, évidemment que j'ai branché avec mon AD parce que je savais qu'il était vulnérable, et que maintenant vous pouvez piloter mon AD pour aller me siphonner mon truc. Excusez-moi, messieurs, dames, mais avant d'avoir faire tout ça, on dirait même une mode de recherche pour un truc genre pour des étudiants de 4e année à l'université. Oui, je peux comprendre que ça soit fait pour leur expliquer comment ça fonctionne, mais un des gars l'a fait, que je connais au travers du Hackfest, l'a fait en Docker pour le montrer. Putain, même pour monter le Docker, monter le code, monter le truc, monter le machin et faire que c'est fait, ça lui a mis 1 heure. Et même pour pour générer en effet toutes ces affaires-là. Donc tu t'imagines pour quelque chose qui a du legacy et compagnie. Donc tout est cumulé, tout est confondu. Ça fait peur là où ça devrait pas. Ça permet aussi en fin d'année, je permets de le glisser, d'augmenter évidemment. Nicolas me dispute pas, mais d'augmenter évidemment, je pense les fonds de projet pour aller récupérer quelques bonnes sommes d'argent, ça fait du bien, au moins ça gonfle. Ça paye les cadeaux de Noël. Ça paye les cadeaux de Noël. Mais ça nous fait paraître aussi que les gens de sécurité sont aussi pour la plupart des incompétents parce qu'ils auraient peut-être pas vu ça. Et de l'autre côté, ça nous fait faire comme si qu'on était des pompiers, qu'on allumait le feu pour aller l'éteindre derrière. Ça, je déteste ça parce que ce n'est pas vrai. Les gens en sécurité, moi, avec tous ceux que j'ai en tout cas la chance et le privilège avec qui je travaille, sont des gens plus que conscients, plus que corrects, plus que intelligents, voire même 10 fois plus que moi d'ailleurs. Et avec en plus une certaine intégrité où ils vont pas être pyromanes et en même temps pompiers pour essayer de se faire peur là où il y en a pas besoin. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut minimiser les choses là où il faut les mettre et remettre les contextes en place. Et ça, je trouve qu'à aujourd'hui, la notion d'ailleurs de black, white, grey box, la notion aussi d'apprendre tout ça, à savoir quel est le contexte, pourquoi et comment,
Bah, si ça, on y revenait, qu'à chaque fois que les gens se prenaient 2 secondes en disant attends, c'est à l'interne, ouais, bah ça je m'en fous si c'est à l'interne, donc c'est pas critique. C'est à l'externe, oh t'es sûr que c'est à l'externe, on est d'accord. Ok, black, ça veut dire que là en plus t'as tout faux derrière dans ta gouvernance de policy, ta gouvernance de pare-feu, ta gouvernance de routeur, ta gouvernance de BGP, ta gouvernance. Waouh, ça fait beaucoup de faux quand même. Hein. Ça fait beaucoup de monde qui est vraiment pas bon dans la compagnie. Tu sais, c'est là que ça semble bizarre. Et puis je me permets évidemment de te lire en même temps. Je reviens sur OMI là, au niveau évidemment des points, comme dit d'ailleurs Microsoft, parce que je quand même, bon là on parle de Microsoft par défaut, donc je veux quand même aussi leur donner, ils n'ont pas le droit de réponse, donc je leur donne le droit de réponse pour moi là, mais au travers évidemment de ça, c'est que ça a donné la possibilité d'avoir des ouvertures d'installation du botnet Mirai. Il faut savoir que le botnet Mirai utilise des ports. Hein, ça veut dire que, évidemment, certains membres de la communauté qui tournent autour de Microsoft, à cause de ce bug-là, du fait que c'était évidemment dans des machines, mais encore une fois, ça sous-entend des machines qui interagissent avec d'autres machines ou des gens qui bossent dans des VM qui ont évidemment accès à d'autres VM et qui sont dans le même réseau, ou des machines à l'extérieur comme les nôtres, mais qu'on a accès au travers évidemment de nos tokens et nos accès classiques pour le faire. S'ils sont eux-mêmes contaminés, évidemment, ça pose problème. Si en même temps aussi tu bosses avec une VM du côté prod ou du côté dev ou du côté intégration, puis que dans cette VM tu fais tes mails ou tu cliques sur des trucs qui sont des phishing, en toute logique, il y a quelque chose que t'as pas lu quelque part ou t'as pas bien suivi le NDA de ta boîte. Aussi, ça, on pourra en reparler pendant 10 heures. Mais je permets de préciser encore un petit message. Mais bon, mis à part ça, le fait est, c'est que, évidemment, alors que de nombreux attaquants recherchent le port 5986, qui est le port évidemment que OMI avait évidemment ouvert, ils constatent en même temps qu'il y a des attaques sur le port, je voulais le rechercher, le 1270. Et le 1270, c'est vraiment le port dédié au botnet, évidemment. Donc, en raison du nombre d'exploits et de preuves de concept facilement adaptables et disponibles avec le volume d'attaque de type de reconnaissance, évidemment, tout ça a généré évidemment le CVE et que des exécutions, évidemment, de commandes là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de choses sont présentes de Wiz. Vous allez aller sur les CVE. Des CVE, vous allez trouver beaucoup de choses au travers de GitHub et autres pour évidemment vous je dirais concentrer les informations sur Oh My God, parce que dans les informations, ce qu'il faut et ce qu'ils ont sorti, c'est comment se prémunir. Évidemment, comment se faire une checklist au travers de dire est-ce que je suis contaminé ou pas. Donc, je vous rappelle que Microsoft a mis en place très rapidement, dès qu'il a été publié, dès je crois fin septembre, des queries pour Sentinel quand vous êtes sur Sentinel, des queries pour être compatible en dehors de Sentinel pour évidemment éventuellement si vous renvoyez ça sur du Fortinet, sur du F5, sur du Checkpoint et compagnie. En même temps, la possibilité de lancer aussi des codes PowerShell pour vérifier si vous avez des VM évidemment qui permettent de tourner avec ces codes-là, puis qui permet aussi de checker évidemment s'ils étaient vulnérables. Comme ça vous permet, en toute logique oui, mais tout dépendait des versions d'ailleurs, mais normalement toutes les versions depuis lors. Et puis, je rappelle que ça a été vu et corrigé par Microsoft sur l'OMI le 11 août 2021. Souvent, beaucoup de gens, Nicolas, n'hésite pas à intervenir pour évidemment ajouter des commentaires de ton côté, mais beaucoup de gens me demandent en disant des fois, et pourquoi on patch le 11 août 2021 et que le CVE sort un mois plus tard? Donc, je précise, comme le podcast est là pour l'éducation aussi, je précise qu'il y a un disclosure. Normalement, en plus, le 11 août, ça veut dire que le disclosure de Wiz, et j'ai été vérifié, Wiz on a parlé à Microsoft en mai. Le temps que ça soit prouvé, que Wiz fasse le boulot, faut que Microsoft ait le temps et que ses équipes pour mettre, évidemment, je vous rappelle, en production et corrige les affaires, parce que tout ça en découle. Puis ça, après, le CVE ne peut pas être dit, parce qu'au moment où le provider sur lequel ça touche ou sur le fournisseur, il faut aussi que tous ces partenaires sur lesquels cet agent repose, puissent aussi avoir le temps de eux-mêmes s'auto-adapter ou se corriger pour dire au fait le paramètre là je dis des bêtises, mais le paramètre que tu passes, on l'a enlevé ou on l'a amélioré ou c'est plus tel buffer parce que là fallait c'est plus ouvert, c'est fermé à telle taille. Donc c'est pour ça que ça a été déclaré le 16 septembre 2021. Et le 16 septembre 2021, les CVE sont découlés et avec après le tout. Mais ça sous-entend qu'après coup, là, tout ça a été vraiment
Fortnox, on l'a bien vérifié, bien verrouillé, ça permet de faire. J'ai pas dit que ça n'empêchait pas que maintenant ça existait encore parce que les gens ont peut-être pas fait le nécessaire pour mettre à jour évidemment leur machine. Ce que je redis ce soir, comme je l'ai dit au Chaos DB la dernière fois avec la clé là, avec la fameuse clé du Keyvault. Surtout, si vous avez pas testé vos Linux, là ce soir, on est le 11 février à 17h22. Testez-moi vos Linux avec l'agent et surtout mettez-les à jour à la main. Allez voir le Microsoft Oh My God. Allez voir aussi, je vais donner les liens évidemment à Nicolas sur la partie évidemment du MSR, et puis vous avez aussi un tech community, un blog tech community qui a été mis en place. Donc il faut évidemment important de faire. D'ailleurs, à ce niveau-là, je me permets de dire, parce que souvent en tout cas pour ce domaine-là, on me disait mais ça touche à quoi? Qui est vulnérable avec évidemment la partie côté service. Évidemment, sont vulnérables tous les clients qui utilisent des Linux machines. Ça, on vient de le comprendre, c'est ce qu'on vient de dire. Mais toutes les instances, évidemment d'Azure, qui utilisent aussi ces Linux machines, c'est pour ça qu'aussi Microsoft pour lui-même devait le patcher. Donc ça a été fait. Évidemment, puisque lui-même, des fois, quand il fait du PaaS, balance évidemment des machines Azure. On se doute bien que ça devait être fait. Mais en l'occurrence, ça jouait sur les Azure Automation, ça jouait sur les Azure Automatic Update, ça jouait sur Azure Operation Management Suite, le fameux OMS que tout le monde connaissait il y a depuis 10-20 ans dans les versions de serveurs, les Log Analytics, puisqu'en fait cet agent est là pour rebalancer les performances des machines, donc tout ce qui est audit et Log Analytics et Azure Monitor, la configuration management, le fameux Azure, plutôt en PowerShell, le DSC, là, le Desired State Configuration, et évidemment Azure Diagnostic, et plus particulièrement, et ça s'est découvert après coup, le Azure Container Insight. C'est comme je disais, container, c'est purement du Linux. Si évidemment dans les containers, on a déjà fait aussi un bon podcast sur les ACI. Je vous avais expliqué qu'il faut prendre en production, ça confirme en plus l'affaire. Dans les Azure Container Insight, là aussi évidemment, ça touchait une partie à ce niveau-là. Donc ça, c'était vraiment le talon d'Achille. C'était le talon d'Achille, évidemment, de Microsoft. Je suis en train, évidemment, de me dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, les exécutions de commandes à distance non authentifiées, est-ce que c'était possible? C'est ça le point. Bon, je vais pas vous faire d'erreur, là, je vais vous le dire, là. Parce que là, je veux pas faire d'erreur à ce que je précise, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit et compagnie, donc je vais être clair et autre, parce que tout ça va être on fait un podcast très très professionnel avec Nicolas pour ça, donc on veut pas d'erreur non plus. Là. En un mot, toute personne ayant un accès à un point de terminaison exécutant une version vulnérable inférieure à 1.6.8.1 de l'agent OMI peut exécuter des commandes arbitraires sur une requête HTTP sans en-tête d'autorisation. Donc, sans auto-hider. OK? Les hiders, vous n'en avez pas. Le comportement attendu serait une réponse 401, mais vous ne l'avez pas. Toutefois, l'utilisateur est en mesure d'exécuter des commandes avec des privilèges, évidemment, parce qu'en plus, cet agent est lancé root. Donc, évidemment, avec des privilèges root. Comme je vous l'avais rappelé, dit dans les ACI qu'on n'a même pas le droit d'enlever le user 1001. On est obligé d'être un user root, ce qui évidemment est une catastrophe. Pour AzureScape, c'était ça le problème. Pour plus de détails, évidemment, il faut aller évidemment sur le MSRC CVE 2021 38 647, comme je vous l'avais dit, ou sur évidemment la société de recherche Wiz. Mais je rappelle, je redis en mots clairs le début de ma phrase. En un mot, toute personne ayant un accès à un point de terminaison exécutant une version vulnérable inférieure à 1.6.8.1. Un endpoint vulnérable inférieur. Mais ça sous-entend qu'à un endpoint de terminaison, il faut que j'y ai accès au travers d'un réseau et d'un accès d'autorisation à interroger cette machine. Cela me fait dire, puis c'est ça que je disais avant même le podcast, je vais pas vous cacher, ça fait 2-3 jours que je reprépare tous mes écrits et compagnie et que j'ai revérifié parce que je voulais vraiment revérifier. Pour moi, nous sommes pas en black box. Donc je vais poursuivre cette histoire parce que ça me tarabusque, c'est le moment de le dire. Donc je vais poursuivre ça, mais ça sous-entend qu'on a accès. Donc oui, c'est des problèmes internes, mais ça sous-entend que c'est pas un problème externe. Parce que je peux pas croire que Microsoft, même avec une machine ouverte, l'agent, lui aussi en machine ouverte, répondrait à ces ports. Parce que sinon, là, waouh,
En effet, Oh My God est vraiment 9.8 mortel et Microsoft a fait la plus grave de ses bêtises en 2021. Mais ça, on nous l'explique pas à date à ce niveau-là. Encore une fois, le contexte d'exécution du point de terminaison. Il faut comprendre que la surveillance des connexions qu'il faut évidemment entrantes, qu'il faut faire, c'est sur le 5986, le 5985 et le 1270, à cause évidemment de la partie du botnet Mirai. Ça va de soi que si les gens ont installé ces Linux avec des réseaux, avec des firewalls, avec des machins, si ces ports sont évidemment verrouillés de l'extérieur, vous pourrez pas. Donc c'est pour ça que je reste toujours encore une fois dubitatif sur mon histoire de black box. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fournisseur alors puis là, je voulais vraiment le lire encore une fois parce que là, je suis un peu moins connaissant dans Linux, donc je veux pas vous dire de bêtises. Mais le SCX Core fournit un fournisseur SIMOM basé sur OMI pour renvoyer des informations de journalisation et de statistiques du système Unix. On est d'accord? Eh bien, même lui, en outre, il existe un fournisseur de support nommé Run as Provider. Et comme on est en Run as Provider, il peut faire de l'execute commande, de l'execute shell commande et de l'execute script commande. Vous imaginez la gravité, là, par contre, de ce que c'est? Enfin, je suis pas un vrai gourou et 100% Linux, mais je commence à comprendre comment il tourne. C'est l'équivalent de vous êtes global admin dans une machine, vous êtes global admin dans une AD derrière. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans... donc, sur la base des recherches initiales de Wiz, la commande suivante avait été utilisée pour une requête HTTP. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait OPT OMI bin OMI CLI --hostname 192.168.1.1 -u user Azure user -p password 1 IV, donc la fameuse clé, enfin le fameux vecteur IV root/scx. Et puis là, le root/scx, ils mettent évidemment le scx operating system, execute shell commande ID timeout 0, où là, ils mettent commande ce que vous voulez, shutdown, et vous aviez le RCE directement voulu. Honnêtement, Oh My God, c'est passé un peu au travers des filets, là, pour un certain nombre de raisons, parce que c'est Linux, parce que c'est, bon, bref, c'est mis, mais honnêtement, avec, puis vous avez des preuves de concept qui ont été, des POC qui ont été gérés, puis pendant les tests, en plus, ils ont géré avec l'outil, le fameux outil SCX Admin, que je connais pas du tout, je vais pas vous mentir, donc là, je comprends ce qui a été évidemment précisé. Honnêtement, ça a l'air d'être grave parce que derrière, il y a un gars qui a mis une POC sur une des machines. Il pouvait lancer hostname, il pouvait lancer l'ifconfig, il pouvait lancer le whoami, il pouvait après, il montre derrière qu'il lance évidemment une autre commande pour permettre évidemment de gérer le script et de récupérer évidemment la partie racine, et il redevient en route de la bécane sans avoir demandé quoi que ce soit à personne, et même personne ne sait, parce qu'en plus, c'est ça qui est le pire, c'est que normalement, quand vous installez vos propres agents ou des informations, vous les monitorez. Mais là, c'est un agent que vous saviez même pas qui était là et que eux-mêmes n'est pas monitorable. Donc, vous êtes totalement en dehors de là, c'est, vous êtes sous-marin total au fond de l'abysse, là, personne vous voit, personne sait que vous existez, là, le gars peut se balader dans la bécane, en voir, il peut tout faire, tout exécuter et compagnie. Donc, vous avez dans Azure Sentinel, pour ceux qui l'ont, vous tapez sur GitHub /Azure-Sentinel, qui est le GitHub de Azure Sentinel. Vous aurez dans les Network Connection oimiport.yaml, vous en avez un dans le Azure Sentinel GitHub. Et surtout, depuis le 27 septembre, je crois, le 28 septembre, vous avez un OMI Vulnerability Detection. Et là, vous avez le query qui permet dans le détection. Si vous avez votre Sentinel de setupé, foutez-la dans les analytiques, mettez-la, elle va mettre les incidents, elle va vous gérer au moins les trucs. Lancez le KQL dans votre log analytics aussi, comme ça vous serez sûr que vous verrez que si vous avez des monitoring et que dans vos logs analytics, vous avez manié le AMA, le fameux agent qui vous renvoie tous les logs de vos machines, au moins votre query va vous dire si vos Linux sont évidemment gérés ou en tout cas vulnérables. Vous avez même en plus dans aussi Azure Sentinel le Oh My God Vulnerable Machine YAML qui permet de lancer, donc c'est Azure Activity, Category Value Service Else,
La propriété, c'est le CVE 38645. Puis après, il montre le défaut de language pour le faire. Et il y a même quelque chose avec le fournisseur SCX. Vous avez aussi encore un Sentinel SCX exécution, pas française, exécution SCE, exécution Run Provider, comme on le ferait avec un PowerShell pour le Cloud Defender. Donc honnêtement, ok, c'est comme tous les vulnérabilités, les 3 vulnérabilités qu'on a dit tout à l'heure avec Nicolas, qu'on vous a fait, là, AzureScape, ChaosDB et lui, Oh My God. Oh My God est quand même pas pire, honnêtement. J'adore les 2 autres. ChaosDB, pour moi, c'est mon meilleur parce que on est passé par la cave et par les égouts en remontant par le grenier et en passant par la cheminée. Moi, je trouve ça magnifique. Là, le Oh My God, c'est du connu classique parce que malheureusement, c'est un agent pas patché ou quelque chose qui a pas été fait. Mais le côté de passer par un Jupyter, comme on l'a dit, notebook et qui met des points avec des Azure puis qu'on prend tous les Cosmos DB derrière. Écoutez, ça, c'est magique. Ça, pour moi, c'est des erreurs qui me tripent là-dessus, mais au niveau de My God, moi, ce qui me tripe moins, c'est de voir la capacité de tout ce qu'on est capable de faire et de tout ce qui en découle. Et là, par contre, à la différence du Log4j où on avait juste une interaction, je vous rappelle, avec de la sérialisation de l'AD et compagnie, où oui, effectivement, mais c'était pas spécialement un RCE, c'est plutôt un siphonnage ou en tout cas une récupération de données. Là, par contre, ça sous-entend que le gars qui prend la main de la machine, les notions de possibilités de gestion, à date, là, il est totalement invisible, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, les mecs du botnet Mirai ont compris, pour le coup, parce que le botnet, ça vous permet de faire des zombies, je vous rappelle, et d'attaquer évidemment en masse au travers de ça, mais ça pourrait mettre aussi de la crypto-monnaie. Pourquoi pas faire du nice hash sur des petites Linux qui tournent là-dessus. Enfin bref, je veux dire que par défaut, le gars qui veut se la jouer low profile et pas spécialement casser la machine, piquer des infos et compagnie, là, il avait moyen. Et il a des moyens aujourd'hui d'être totalement en dehors du radar. Ça pourrait peut-être même être soupçonné, mais moi je suis un vrai evil pour ça, ou un gars qui a pas spécialement confiance, ou je suis un vieux de la vieille à l'avoir géré. Mais je me dirais qu'un type qui serait même du TI ou de la sécurité d'une grosse entreprise et qui sait qu'il y a je sais pas combien de Linux qui tournent, pourquoi le dire à personne si personne sait comment ça marche? À la limite, il se met pas mal de petits coin miners dans la vue, je vais vous dire, avec ce genre de petits trucs. Écoutez, j'étais pas au courant. Mais tout était installé et c'est mon wallet. Oups, excusez-moi, effectivement, c'est mon wallet. Dommage. Et vous savez, c'est ça qui évidemment dit qu'il faut qu'on se protège autant pour les gens qui le connaissent et qui peuvent en profiter, mais autant pour évidemment les affaires à ce niveau-là. Donc, quand évidemment c'est installé automatiquement dans la VM, ça par contre, j'ai étudié ça dans Linux parce que j'en avais besoin pour le coup, c'est le fameux cron tab que tout le monde utilise pour faire du schedule et compagnie, du cron. Vous avez dans le cron time, c'est là où vous pouvez évidemment savoir si le cron time task every minute le fait. Il y a un bloc dans Wiz qui vous permet de dire tu me le gères avec les creds OMI quittables et pour voir évidemment au travers de ce qui se passe avec un cron, et vous pourriez éventuellement être évidemment mis au courant évidemment des choses qui sont faites. Donc honnêtement, le problème des targets environnement, comme dit Wiz, c'est que dès que vous en aviez un, vous les aviez tous. Ça, c'est un peu le problème. C'est un single packet control de tous les environnements, évidemment, au travers du YAS que vous pourriez avoir. Et puis, évidemment, là aussi, j'ai un doute de compréhension sur ce qui précise. Mais d'après ce que je comprends, en plus, le problème, c'est que comme on était à l'interne, le fait est, c'est que, en fait, oui, c'est ça. C'est que comme on était à l'interne, c'est même pas en HTTPS, c'est en HTTP, et c'est ça qui posait problème. Et là, on a, je vais envoyer les liens pour que vous les ayez, mais je vois low privilege authorizing user. D'après ce que je vois, le low privilege authorizing user, c'est que il faut prendre en main en fait un user. En fait, c'est ça le côté black box et white box que je vois, parce que pour le coup, j'avais jamais vu cette animation. Puis en même temps, en parlant à Nicolas et à vous, là, je la vois. Mais en fait, il y a un user qui est connecté à ce qu'il faut au niveau d'une machine ou qui est dans la machine en low privilege. Elle fait un post, évidemment, WSMan
en autorisation basique sur l'OMI avec le UEID et tout le bordel. Et si un attaquant arrive à choper ce token ou en tout cas à choper cette request, automatiquement, lui, il est même pas obligé de mettre l'authentification puisque l'OMI ne le demande pas. Il refait la même requête et là, il a les accès directement pour le faire. C'est comme ça, en fait, la nuance entre black box et white box. Mais encore une fois, je dis pas que je trouve ça tiré par les cheveux. Je trouve que c'est encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec Nicolas dit. Ouais, mais là, entre piloter ou télécommander la chose, faut que tu aies accès à la telle chose, tu aies accès à la DAN, tu aies accès au poste, tu aies accès à... Ouais, mais là, ça fait beaucoup de si avant d'arriver à ça y est, j'ai le RCE évidemment à ce niveau-là. J'ai pas dit que c'était pas exploitable, mais voilà. Parce que sur ça, puis je vais rajouter, c'est parce que c'est souvent ces chercheurs-là n'ont jamais d'expérience en entreprise. C'est un peu, ils vivent dans des environnements synthétiques. C'est un peu ce que je reprochais à une certaine époque à tous les champions de CTF. C'est bien beau, t'es très bon dans tes CTF. Par ailleurs, en entreprise, ça marche pas comme ça parce que ça l'a grandi de façon organique, donc ça l'a grandi de façon très différente. Et dans un contexte de production, il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, il y a des choses qu'on fait malheureusement. Fait que, puis ça vient créer des situations qui sont, comme tu mentionnes, il y a beaucoup d'hypothèses. Et là, c'est comme dans un monde parfait, la faille parfaite à l'arrêt, tu arrives là, tu mets 25 cents dans la machine elle démarre. L'arrêté, il est rarement comme ça parce qu'il faut travailler plus fort que ça. Là, ça ne veut pas dire que les vrais attaquants ne le savent pas, mais c'est juste les chercheurs ont tendance à parler dans un monde synthétique qui est rarement représentatif du monde qu'on vit, toi puis moi. Là. Oui, non, puis en même temps, je voulais vous rajouter aussi un autre point qui est important. Puis là, je l'ai appris honnêtement, c'est parce que quand on s'est dit avec Nicolas, on allait attaquer ces trois vulnérabilités, Oh My God était un petit peu plus... c'est pour ça que j'adore faire ça avec le fait de me sortir de ma zone de confort, puisque là on parle de Linux, donc c'est pas spécialement mon bac à sable de tous les jours, même si je l'utilise effectivement et que tout est installé à ce niveau-là, mais c'est pas au travers des frameworks utilisants. Moi, je suis quand même un bébé Microsoft et un développeur Microsoft par défaut, donc moins peut-être agile à ce niveau-là, mais ce que j'ai appris de Oh My God, puis là en effet en relisant mes notes, je veux pas laisser passer cette affaire, c'est qu'en même temps, oui, le open source projet, évidemment, est hosté sur GitHub, encore une fois derrière Microsoft aussi, mais il est basé sur Fluentd. Et j'ai appris que Fluentd, c'était le agent leverage de Fluentd Framework, et qui a l'air d'être très connu dans le monde Linux, et qui, en l'occurrence, est un agent de package et un agent de node. Donc, en même temps, encore une fois, c'est un petit peu comme disait Nicolas tout à l'heure avec Log4j. Log4j se repose sur d'autres se reposent sur Log4j. Des fois, on est bien content d'avoir Log4j à titre gratos qui soit mis partout, un petit peu aussi comme sûrement Fluentd ou OMI. Mais c'est sûr aussi que là, Wiz l'a fait, mais c'est facile aussi à crier au lieu éventuellement de participer à corriger évidemment les choses. Je sais que j'en ai moi fait quelques-uns, pas autant que j'aurais voulu. Mais il est certain qu'il faut rendre aussi l'appareil parce que le monde open source ne peut pas vivre si évidemment on dit qu'on ne fait que de l'utiliser, mais malheureusement on renvoie pas spécialement le retour voulu. Et ça, c'est un petit peu aussi le problème. Donc c'est là où je me dis à aujourd'hui, des fois faut pas spécialement tirer sur l'ambulance, faut se dire oui, on est bien été content de l'avoir à un moment donné. Si on l'avait découvert ou si on l'a pas découvert, mais un autre, oui, mais c'est pas de notre faute puisqu'on ne l'a pas développé non plus. Donc, on peut pas non plus dire qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière, comme on dit. Là, c'est toujours le même débat. C'est qu'à un moment donné, si tu l'avais payé 100 000 $, je peux comprendre que tu râles. Mais quand tu ne l'as pas payé pantoute, c'est là où ça devient évidemment compliqué de justifier la râlerie ou le chialage évidemment qui est fait derrière. Donc, c'est ça mon point. Donc, je rappelle quand même sur un point, puis là, en récupérant mes dernières notes, je voulais surtout aussi le préciser, c'est que les agents binaries qui sont évidemment du côté des directories, puis allez, je veux pas relancer un débat là-dessus du tout, mais moi j'ai du mal évidemment à savoir que selon les distributions, les répertoires, tout le monde, il y a des écoles dans Linux qui n'ont pas l'air d'être d'accord de mettre dans OPT, dans Home, dans etc., dans machin. On peut critiquer Microsoft, mais je me marre vraiment doucement avec tout ça. Bon bref, je fais juste un petit passage là-dessus, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour justifier ou critiquer là-dessus, mais là donc pour que vous puissiez savoir où ça se trouve, je pense que c'est du CentOS ou du Ubuntu qui est
plus ou moins utilisé au travers d'Azure là-dessus. Donc, c'est derrière OPT. Donc, c'est OPT OMI, où là, vous avez le OMI package. Vous avez OPT Microsoft SCX, là, le fameux SCX provider. Vous avez OPT Microsoft OMS config, là où les fichiers sont utilisés continuellement et installés et configurés pour l'agent. Et finalement, ensuite, pour l'agent lui-même, il est lancé dans OPT Microsoft OMS Agent pour, évidemment, c'est là où est rené le fameux Fluentd Engine, puisque, comme je viens de le dire, l'OMI a été basculé sur le Fluentd Framework à ce niveau-là. Donc, encore une fois, aucune magie, hein, on n'a pas réinventé la poudre, on reprend un autre engine qu'on remet sur le truc, mais c'est ça. Donc, après, dans les convenances des logs, c'est géré, c'est gardé dans var OPT. Donc c'est OPT OMI log et c'est tous les slash log de tous les folders que je viens de tous les routes et les passes que je viens de vous donner. Et il est rené dans la configuration au niveau de l'agent puis là, je viens bon maintenant dans les trucs de service, là, parce que ça aussi, vous aviez dans Linux des trucs entre service D, pas service D, Unix, machin, il y a encore des grosses batailles, là, d'après ce que j'ai compris qu'il y avait. Mais bon, bref, là aussi, je vais pas rentrer. Moi, maintenant, j'utilise ce qu'on me dit dans Linux. Je suis un bon gars, moi. Je fais les bonnes pratiques. ETC, OPT, Microsoft, /OMS agent /conf. Vous avez un OMS agent /conf. Et évidemment, derrière, vous avez un OMS agent.d. Et le .d lance en tant que service. Donc, par défaut, vous n'avez pas le choix. Il lance au moment du root et du boot de la machine à ce niveau-là. Effectivement, il est continuellement utilisé parce qu'il peut être utilisé et modulé par PowerShell, DSC, comme je vous l'ai dit, hein, PowerAid par OMI. Et puis, les opérations. Pour finir, ils font les get instances, ils énumèrent tes instances, ils créent les instances, ils delete, ils modifient, il fait des associations, il fait des références, il invoque, il subscribe. C'est un PubSub au travers comme un peu le PubSub de PowerShell, c'est comme le WinRM. Et puis le EMI client, c'est le WS Management Protocol, c'est le Binary Local Protocol et c'est le SIM XML Protocol. Donc ça joue quand même sur beaucoup de choses. Bas niveau de la machine et quand même des accès. Et en plus, pas de bol, il est sur CentOS 8, Debian 10, Oracle Linux, Red Hat Entreprise, SUSE, Ubuntu 20.04. Donc tout le monde est content. Il est en paquet cadeau, tout le monde. Et puis les providers, évidemment, pas mal de providers l'utilisent aussi à l'interne comme PowerShell, comme je vous l'ai dit, Docker, MySQL, Apache, Python, System Center Cross Platform, le SCCM. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que, vu ce qu'on s'est dit là, et au travers des installations de gestion, oui, il est temps évidemment de vite patcher vos affaires et de gérer évidemment vos systèmes. Pour finir, et je veux vraiment être clair parce que je rejoins ma dernière note là en même temps, parce que le podcast, j'essaie de le faire vivant pour essayer de le gérer au mieux, mais honnêtement, dans la partie évidemment des systèmes évidemment, et c'est là où j'avais pris une note, c'est le seul que j'ai qui le dit, c'est quand l'accès external est configuré et permet de communiquer en utilisant des Unix sockets ou en HTTP API. C'est ça qui fait que vous êtes peu et éventuellement ce qu'on pourrait appeler en black box, et que là, vous trouvez évidemment une external ou un low privilege user pour exécuter le code. C'est là où j'ai plus de problèmes. C'est ça où je vous ai dit, j'ai retrouvé ma petite note là. J'en ai tellement écrit pour que Nicolas soit content sur son truc que faut que je lisais tout. Mais c'est ça qui m'a fait dire, oui, mais là, s'il faut que je dise, OK, faut que je sois en external access. Donc, comme on s'est dit, si vous me mettez une Linux en external access, OK, ça marche. Admettons que je monte une Linux moi-même maintenant. J'ai pas de réseau, j'ai pas de VNet, où je lui dis, allez, c'est ton SSH, c'est le port 22, toujours pour être en admin. OK, je te laisse tourner. OK, je suis en external access. Mais ils disent derrière, oui, mais le résultat de la vulnérabilité qui est trouvé, il faut maintenant allow external au low privilege user to execute code on target machine or escalate privilege remotely. Donc, ça sous-entend qu'il faut quand même que je dise qu'il faut que je trouve quand même quelqu'un qui soit low privilege, qui tourne ça, et qu'ensuite, en remotely, j'arrive à trouver, parce que si j'ai pas accès à cette connexion, parce que je dois être quand même autorisé, authentifié,
la personne qui a l'eau privilège, elle est quand même authentifiée quelque part. Elle est authentifiée soit par son compte Microsoft, dans M365, donc dans LAD, soit elle est authentifiée du côté de je ne sais pas de sa VM. Là, ça sous-entend aussi qu'elle a un compte. Tu sais, c'est là où je comprends pas comment, puis là, il va falloir qu'on me l'explique, là, je le dis tout net, vraiment, je ne vois pas comment, si c'est pas exposé. C'est pour ça que je vais quand même installer cette Linux et je vais vous faire ça et je reviendrai sur le podcast pour vous dire exprès, à savoir si effectivement on a accès à des ports qu'on ne devrait pas avoir accès. Est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on a cette fameuse différence entre, comme j'en dis depuis le début, black box et white box à ce niveau-là, parce que là parce que si c'est en plus en même temps pour aller me faire du phishing quelque part pour aller me récupérer un user, c'est pareil, c'est pas du black box full. Il faut quand même que j'ai accès à un user qui a quand même un intérêt ou une autorisation quelconque. Ok, l'eau privilège peut-être, mais ça sous-entend qu'il faut que j'accède à quelqu'un. Donc c'est là mon point. Donc voilà, écoute, je peux pas dire plus d'Oh My God, on en a déjà pas mal fait. Évidemment, je vous rappelle que Sentinel est capable de vous le verrouiller. Beaucoup de choses ont été faites chez Microsoft pour évidemment gérer les points. Donc surtout, n'hésitez pas à évidemment et c'est ça qu'il faut impérativement, les rémédiations step, hein, comme je le vois, le dernier en date là, ils disent le rémédiation step, il est simple, c'est pour être sûr et certain qu'on identifie, oui, pour les hauts de l'instance, c'est sudo, évidemment parce qu'on n'est pas root, mais opt omi bin omicli. Et puis après, vous faites root, alors votre utilisateur UI / root OMI, et puis vous faites OMI identifie. Et le OMI identifie va vous donner évidemment tous les instances et la notion. Et si vous checkez que là ça va pas, là l'OMS est installé. Si l'OMS est installé, vous devez évidemment faire le fameux apt. Ah non, alors ça dépend des biens. En fait, c'est vrai que c'est dprun ou je sais pas quoi là, donc dpkg apt list ou grep ou ms agent et puis après le rpm qa ou ms agent là, selon les distributions, les updates se font pas de la même manière. Puis là vous mettez évidemment la dernière version à jour le plus vite possible. Voilà, c'est au moins la bonne parole qu'on aura fait par rapport à ça, c'est mettez à jour. Comme toujours, sauf que le pitié pour un recap, c'est un peu malheureux que Microsoft pousse un agent qui ne se met pas à jour automatiquement, qu'on verrait en passe. Normalement, si on se fait imposer quelque chose, il y a une présomption que c'est pas à nous. En tout cas, bref. C'est un peu ça où je suis effectivement. Alors, il est vrai en même temps que je pense que c'est un problème pour eux parce que je suppose qu'ils le mettent un peu comme une sorte de PAS. Comment on pourrait dire, de passe sans être passe, parce qu'en fait, cet agent est injecté tout compte fait dans les machines. Donc, ça sous-entendrait qu'ils peuvent pas le mettre à jour, parce que s'ils le mettaient à jour, ils ont le droit de mettre les agents, mais ça voudrait dire qu'ils auraient accès à la machine. Et là, j'ai l'impression que la SLA est pétée, ou en tout cas les droits de responsabilité, et ça sous-entendrait de dire, attendez, ça voudrait dire que vous passiez par un agent, puis là, vous êtes peut-être même en train de nous lister l'intégralité de nos données qui sont dedans. Après, c'est le bâtonnier qui se vient de faire battre lui-même, là. Donc, il est en train de dire, oui, mais vous êtes en VM. Oui, on a mis des agents, puis nous, on est clair parce qu'on l'a sûrement mis dans toutes nos conformités, tous leurs trucs qu'ils ont signés. Ils en ont toute une palanquée, hein, selon les services qu'ils ont. Puis là, vraiment verrouillé. Puis je pense que si Microsoft fait la moindre connerie, vu comment ils sont évidemment bankable, ça leur coûterait une beurrée s'ils feraient pas ce qu'il faut. Donc, je pense qu'ils font ce qu'il faut. Donc là, pour le coup, je pense qu'ils se disent, j'ai pas envie que ça soit fait parce que si et seulement si je le fais, là, je suis en train de dire que je peux évidemment aller dans les VM et je vous ai toujours dit, non, c'est votre responsabilité. Fait. Nous, nos petits agents, ils font juste ça pour vous les ayez dans vos logs analytics et dans toutes vos automotions et compagnie. Donc, c'est vous qui les pilotez. Alors, si on vient de dire qu'on vient de les patcher, ça veut dire qu'on va vous patcher vos propres trucs. Donc, c'est là où je pense que, là, ils se sont eux-mêmes enfermés dehors. C'est le moment de le dire. Ils n'ont pas le choix. Par contre, moi, ce que j'aurais trouvé, là, ils l'ont fait suffisamment dans tous les blogs, les machins, les bidules, je suis d'accord. Mais ce qui aurait été peut-être intéressant, c'est de dire,
écoutez, on peut aussi faire un check par quelques services que ce soit, je ne sais pas à l'interne de tous les clients qu'ils ont. Enfin, peut-être que là, avec le nombre au niveau planétaire, je me rends pas compte, mais ça doit être énorme. Parce que j'ai cru voir à un moment donné, grâce à Security Trail, quand tu fais onmicrosoft.com, tu arrives à 2,2 millions de sous-domaines. Donc, on estime que c'est 2,2 millions de clients fédérés. Donc, je me doute qu'évidemment, entre les Azure et compagnie, ça pourrait être éventuellement complètement malade de gérer cette partie. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un petit bémol peut-être et qu'ils demandent évidemment aux gens de le faire eux-mêmes. Donc, écoute, les podcasts sont faits là pour ça. Notre boulot aussi est là pour avertir les gens et dire ce qu'il en est. Donc, surtout, allez voir. Moi, je vais lister là les liens que j'ai pour les donner tout de suite d'ailleurs, et je devais faire aussi pour ChaosDB. J'étais un petit peu en retard pour tout de suite évidemment à Nicolas qui pourra en fait le lier au podcast en même temps. Voilà. Très intéressant. Merci encore une fois. C'est un sujet complètement fou. Écoute, c'était honnêtement ces vulnérabilités. Je dirais pas qu'il nous en faudrait quelques-unes à chaque année pour qu'on se fasse évidemment les points. C'est pas le but, mais honnêtement, c'est sûr et certain. Puis je reviendrai honnêtement. Je vais vraiment revenir avec cette idée de black box, white box, parce que OMI aujourd'hui me fait vraiment capoter avec ça, parce que bon, autant pour les autres c'était à peu près clair et que c'était du pass, donc tout était vraiment, les boundaries étaient là, les frontières étaient là, mais là il y a des choses qui sont dites peut-être de manière implicite, mais je la comprends pas, donc il va falloir que je poursuive. Donc voilà, je sais dire quand je comprends pas, même les gars en sécurité on comprend pas tout non plus, mais en tout cas mon cas pour le coup je vous reviendrai avec ça. Et puis écoute, pour le prochain podcast, c'est dans la lignée aussi, évidemment, encore une fois, des soucis ou des vulnérabilités. On pourrait éventuellement aller un petit peu plus loin sur le côté Sentinel en même temps et SIEM par rapport à ces vulnérabilités-là et à d'autres. Et là-dessus, je pourrais éventuellement refaire un état des lieux, en fait, si cela te convient, Nicolas, un état des lieux un peu de où en est les SIEM actuels et surtout où en est Azure Sentinel à aujourd'hui. Parce que honnêtement, Microsoft est en train de mettre, c'est même pas les bouchées 2, 3, 6, 8, 10, là, on est dans des bouchées 100, là, et ça prend une proportion tellement énorme que je pense que ça vaudrait le coup de tenir au courant des gens qui t'écoutent, parce que c'est ceux qui sont chez Microsoft, et c'est quand même 80% des entreprises pro, là, pour beaucoup. S'ils avaient des doutes ou s'ils voulaient, je pense que ça pourrait leur faire un état des lieux un petit peu de ce qui se passe là-dessus. Et pour ça, c'est-à-dire le Log4j en était un exemple, et tous les vulnérabilités qu'on a parlé en étaient un autre en même temps. Voilà. Oui, c'est un très bon sujet. Fait que sur ça, on va conclure. Oui, et puis, on conclut. Merci en tout cas de m'avoir encore invité. Et à la prochaine. Et la prochaine pourra être faite. Et puis éventuellement on verra si pour une petite demi-heure, je vous dirai comment j'ai compris les choses, ou un petit quart d'heure, je redemanderai à Nicolas un droit de réponse pour mon histoire de MyGon sur le black box ou le white box, et sur ma POC que j'aurais fait, ou en tout cas sur la compréhension que j'ai pu avoir au complet de la situation et des écrits que les gens ont fait. Puis comme ça, s'il y a du vrai ou pas, on pourra encore faire nos vieux grincheux à la mode les Muppet Show pour dire non, donc faut dire que c'est white box et non black box, ou inversement. On se rejoint à ce moment-là. Je vous souhaite un excellent week-end et un excellent fin vendredi. Merci de nous avoir et merci de m'avoir écouté. Merci.